Merci beaucoup Guillaume, merci à votre sensibilité d'avoir pris cette initiative dont je dis tout de suite qu'elle me paraît légitime. Je le dis parce que tout à l'heure j'ai, comme certains d'entre vous ici, entendu le discours de Jean-Christophe Cambadélis, notre premier secrétaire, qui était intéressant, un discours à tous les égards, mais il y a eu à un moment donné une pique que j'ai pas bien compris, j'ai trouvé un peu étrange, qui disait, je crois, le rassemblement de ce soir, et qui disait, alors ça s'adressait, je crois, formellement au Pierre Laurent, c'est-à-dire qui invitait les directions des partis frères à ne pas jouer avec une minorité socialiste, mais je pense que ça s'adressait quand même plutôt à la minorité socialiste, de ne pas jouer avec les directions des partis frères. Et j'ai envie de vous dire, d'abord, je ne suis pas sûr que nous soyons la minorité socialiste. Pas trop tard. Et puis, plus sérieusement, je veux vous dire que personne, pas même les directions, dans le monopole du travail de décloisonnement de la gauche. Ce travail, il appartient à tous, et d'abord à ceux qui sont en situation de le mener. Alors, la question que vous posez, est-ce que ce rassemblement des gauches et de la gauche est nécessaire? Bien sûr qu'il est nécessaire. Pour des raisons structurelles, je ne sais pas si on aura un jour un proportionnel, s'il le faut, c'est un débat, mais en tout cas, dans l'immédiat, nous sommes sur des scrutins à dominante majoritaire, avec des deuxièmes tours, avec des primes majoritaires, et on sait très bien que dans ces scrutins, le rassemblement est fortement souhaitable, parce qu'il se fait devant les électeurs, lorsqu'il se fait dans des vraies dynamiques, il contribue à la victoire de la gauche. Mais parce que aussi il y a cette situation que les uns et les autres ont décrit avant moi, d'un Front National qui menace, pourrait arriver au pouvoir, sinon seul, du moins dans une coalition avec une droite dite parlementaire qui aurait définitivement fait sauter les digues. Henri Emmanuel rappelait que tout ceci devient possible, et on s'est en effet instruit par l'expérience que parmi les conditions politiques qui peuvent amener l'extrême droite et le populisme au pouvoir, la division des gauches, la division de la gauche en fait partie. Et pour autant, ce que les uns et les autres ont dit avant moi est juste, ça ne peut pas constituer une condition suffisante du rassemblement. Il ne peut y avoir un rassemblement que s'il se fait autour d'une orientation politique suffisamment partagée. Ce qui suppose que chacun fasse mouvement, que chacun se rende un minimum compatible avec ses partenaires. Les franges ont leur responsabilité, mais le centre de l'Alliance a aussi, dans cette perspective, une responsabilité. Moi, je pense que c'est la responsabilité principale. Les exemples historiques incluent l'union de la gauche, aussi parce que le Parti socialiste, à l'époque, ça a été la grande intuition stratégique de François Mitterrand, avait compris la nécessité d'effectuer ce rapprochement, essentiellement à l'époque, avec le Parti communiste. Et que des efforts programmatiques, même si la gauche a connu des soubresauts, des difficultés, mais des efforts programmatiques avaient été faits en ce sens. La gauche plurielle, qui n'était pas une feuille de route programmatique, laissons-le, très élaborée, entre les socialistes, les écologistes, les communistes, mais il y avait, chez le chef de cette coalition, Lionel Jospin, au moins une volonté politique d'organiser une dialectique, un dialogue. À tel point d'ailleurs, je le rappelle ici, je ne sais pas si c'est pas un peu contre-productif de le rappeler, mais je le dis quand même, que Lionel Jospin tenait tellement à la gauche plurielle que c'est finalement ce qui l'a empêché de bouger après les municipales de 2001 sur la question de la lutte contre l'insécurité ou sur les enjeux de sécurité. Il l'avait dit très clairement dans un conseil national, c'est parce qu'il tenait par-dessus tout cette construction politique. Il n'a pas voulu ouvrir enfin le mandat un débat qui aurait compliqué les relations à l'intérieur de la gauche plurielle. Bon, pas sûr a posteriori que son analyse était bonne, mais en tout cas, il tenait au rassemblement de la gauche comme une dimension essentielle, et il faisait des efforts, me semble-t-il, en ce sens.
je répète aussi ce qui a été dit avant moi, la ligne politique qui est celle du centre, c'est-à-dire du gouvernement, de la gauche au pouvoir, ne permet pas à l'évidence le rassemblement des forces de gauche. C'est une condition qui manque. Quelle est la ligne qui permettrait le rassemblement? Personne ne peut le dire avant d'avoir engagé la vérification dans les discussions. Mais j'ai la faiblesse de penser que ce que nous essayons un peu de construire, même si nous n'épuisons pas la totalité des sujets, notamment, nous ne sommes pas encore allés sur les problématiques de la transition écologique, et ce que nous essayons de construire dans ce qui a été appelé l'appel des centres, ce que nous avons appelé l'appel des centres, constitue au moins, sur les sujets économiques, et peut-être aussi sur des sujets institutionnels, cette position d'ouverture et d'équilibre du centre aussi de l'Alliance, du Parti socialiste, qui doit permettre, qui peut permettre d'avancer ce processus de rassemblement là. Que disons-nous? Je vais être très court, je pense que Jean-Marc en parlera aussi. Nous disons, oui, il faut mener un effort de réduction du déficit public, des dettes publiques, qui sont aujourd'hui excessives et qui menacent en effet la souveraineté financière de la France. Mais on ne peut pas mener cet effort de réduction à marche forcée, sauf à prendre le risque, c'est ce qui se passe aujourd'hui, de casser la croissance et donc de créer une situation qui finalement ne permet pas d'atteindre les objectifs que l'on prétend atteindre. Et nous disons, on ne peut pas faire payer, comme ce fut le cas au cours des 2 premières années, cette politique de réduction des déficits. On avait annoncé un redressement dans la justice. On ne peut pas la faire payer à l'ensemble des couches populaires et moyennes de ce pays. C'est ça, la grande erreur que Manuel Valls, d'ailleurs, à sa manière, reconnaît aujourd'hui, mais un peu tard, et sans se donner les moyens, à travers des injections montants financiers suffisants de corriger. Nous disons qu'on peut aider dans une logique de l'alliance des productifs, les secteurs productifs les plus exposés à la concurrence, les petites entreprises, ceux qui incarnent l'entreprise au sens noble du terme, ceux qui investissent, qui créent des richesses, mais que déverser 41 milliards d'euros sans condition, sans garantie que ces montants n'iront pas d'abord à la distribution accrue de dividendes pour les actionnaires, sans garantie que ces montants iront bien à la recherche, à l'emploi, à l'investissement, c'est une faute économique. Et nous plaidons pour une politique plus équilibrée, qui garderait une partie de ces sommes pour aider les secteurs productifs qui en ont vraiment besoin, qui s'engagent véritablement à créer des emplois, mais réinjecter au moins la moitié de ces aides vers des politiques de soutien à la demande, à l'investissement productif, au pouvoir d'achat des ménages, ce qui serait à la fois un objectif économique et ce qui serait surtout plus conforme à ce que l'on attend de la gauche lorsqu'elle gouverne. La gauche, lorsqu'elle gouverne, est là d'abord, non pas pour détériorer les conditions de vie matérielles des classes populaires, mais en principe pour les améliorer. Et puis, il y a le débat idéologique et stratégique. Et moi, je l'ai dit ce matin devant le Conseil national, on peut comprendre, dans une période de chômage élevé, qu'un gouvernement socialiste ressente la nécessité d'engager un dialogue avec le patronat, pour voir s'il est possible, d'une certaine manière, de mouiller celui-ci dans l'objectif, son redressement. Mais la social-démocratie, le socialisme démocratique, ce n'est pas la subordination du travail au capital. Ce n'est pas la subordination de la demande à l'offre. Ce n'est pas la subordination de la justice sociale à l'efficacité économique. Ça, c'est le programme social-libéral, c'est le programme guériste. La social-démocratie, c'est accepter qu'il puisse y avoir des contradictions, des tensions, et donc c'est chercher des compromis, et donc c'est chercher des équilibres entre ce que l'on fait pour le capital et ce que l'on fait pour le travail, entre ce que l'on fait pour l'efficacité économique et ce que l'on fait pour la justice sociale. Et puis, à travers notre démarche, nous portons en effet une critique de ce régime de la Ve République et nous proposons d'une certaine manière d'essayer de sortir de ce régime par la pratique. Les débats sur la Sixième République, sur les changements
de constitution, ils ont eu lieu dans le Parti socialiste. On en connaît la difficulté principale étant d'ailleurs, vous le savez très bien, que vous aurez du mal à trouver un candidat à la présidence de la République qui fasse une campagne en proposant de renier ses propres pouvoirs. En revanche, nous avons la possibilité, à travers cette expérience, de changer l'esprit du régime de l'intérieur. Ce que nous sommes en train de faire est dans le fond assez simple, et dans sa simplicité même assez audacieux. Nous sommes des parlementaires qui disons, après tout, nous sommes législateurs, et nous avons le droit constitutionnel d'aller demain dans l'hémicycle, défendre une orientation, défendre nos idées, et contrairement à toutes les pratiques établies jusqu'ici dans la Ve République, nous allons voter nos propres amendements. Nous n'allons pas simplement faire de la gesticulation, nous n'allons pas simplement faire ce qu'on appelle dans le jargon parlementaire des amendements d'appel, c'est-à-dire je présente un amendement et le gouvernement dit je vous demande de le retirer, comme nous faisons partie d'une majorité, nous acceptons de le retirer. Non, nous allons défendre nos convictions et montrer ce faisant au pays, à l'électorat de gauche, à tous ceux qui attendent quelque chose aujourd'hui, à tous ceux qui désespèrent de voir ce qui se passe, nous allons leur montrer qu'il existe des hommes et des femmes, d'abord à l'Assemblée, j'espère au Sénat aussi, et demain plus largement, lorsque les militants seront appelés à se prononcer dans le Parti socialiste, il existe des hommes et des femmes qui, dans cette période, veulent relever au Parti socialiste et avec leurs partenaires demain, si c'est possible, l'honneur et la dignité de la gauche française. Et je terminerai par là. La convergence, c'est demain, dans ce combat parlementaire, que nous allons en faire la première expérience. Car en amenant nos propositions dans l'hémicycle, nous les amenons devant l'ensemble de la représentation nationale. Et par conséquent, nous créons des conditions, des possibilités pour voir, avec les uns, avec les autres, s'il est possible, faire ce bout de chemin. Et si nous y parvenons, ce n'est pas acquis d'avance, les complications politiques existent, et vous verrez le feuilleton médiatique du début de la semaine, autour de la discipline à l'intérieur du groupe socialiste. Bon. Mais si nous y parvenons, alors je pense que nous aurons franchi là aussi une étape importante qui fera date et qui redonnera de l'espoir aux uns et aux autres. Je vous remercie.